La Russie vient de faire un geste très inhabituel au Venezuela. On peut dire qu'il n'y a pas d'autre expression plus appropriée pour décrire cette situation. Et si ces déclarations sont avérées, l'Ukraine pourrait transformer une situation défavorable en un avantage stratégique. Essayons de formuler une hypothèse du point de vue du Kremlin. Actuellement, l'Ukraine mène une campagne de frappe aérienne à grande échelle, avec des développements si rapides qu'ils pourraient éclipser d'autres événements. Cependant, en tant que décideur politique au Kremlin, la question qui se pose est la suivante. 1. Déployer des systèmes de défense aérienne au Venezuela? Ou 2. Ne pas les y déployer? Si l'on optait pour l'option « ne pas déployer », ce serait une décision stratégique logique. Après tout, ces systèmes de défense aérienne sont cruellement nécessaires. Ils doivent être utilisés pour éviter que la situation à l'intérieur du territoire russe ne s'aggrave. Cependant, cette option ne semble pas correspondre à la stratégie actuelle du Kremlin. L'expression « semble » est utilisée car la situation comporte encore de nombreux éléments complexes. Mais c'est la réalité actuelle. Cette question présente de nombreux aspects à clarifier, commençons donc par les informations vérifiées. Le 26 octobre, un avion de transport russe Il-76 a atterri au Venezuela. C'est précisément l'avion qui a dû effectuer un vol complexe via l'Arménie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie, comme mentionné plus tôt cette semaine. À l'époque, les informations sur la cargaison à bord de l'avion étaient très limitées. S'agissait-il d'armes légères, de conseillers militaires russes ou de matériel naval? Actuellement, un législateur russe déclare que ce vol a livré des systèmes de défense aérienne Pantsir S-1 et Bukim-2 au Venezuela. Ce n'est pas une personnalité anodine. Il est membre de la commission de la défense de la Doumada, État, un poste qui lui donne accès à des informations importantes. Et avant d'aborder les implications plus graves pour les conflits dans les deux hémisphères, un conflit en cours et un conflit qui risque d'éclater, il convient de noter que les législateurs russes peuvent faire de nombreuses déclarations qui ne sont pas nécessairement vraies. Ce législateur avait déjà fait pression pour envoyer des armes nucléaires à Cuba et au Venezuela après le début de la campagne militaire russe en Ukraine, dans le but de punir les États-Unis pour leur aide à Kiev. Cela donne un aperçu de sa vision du monde. De plus, l'avion Il-76 est grand, mais pas assez pour contenir un tel nombre de systèmes. Les systèmes mentionnés eux-mêmes sont très encombrants. Il n'est donc pas clair comment un seul vol vers le Venezuela aurait pu transporter plusieurs unités de différents systèmes. L'Il-76 semble être rendu dans plusieurs pays d'Amérique latine après sa première arrivée au Venezuela, puis être revenu au Venezuela. Mais à moins que la Russie ne redéploie des systèmes d'autres endroits, comme Cuba, ou n'effectue des vols secrets que la communauté du renseignement open source ne peut observer, le volume de cette aide est discutable. On pourrait soutenir que le Kremlin souhaitait simplement faire un geste symbolique, et que ce législateur a amplifié l'événement avec des déclarations grandiloquentes. Une autre bizarrerie est de savoir pourquoi ce législateur a rendu public des informations sur une opération menée par une entreprise privée. L'implication d'un transporteur privé n'est pas inhabituelle en soi. L'Union soviétique a produit en masse des avions Il-76 et ils sont largement utilisés dans le transport de marchandises civiles. Cependant, dans un contexte d'attaque continue contre les installations pétrolières et gazières nationales, la fourniture de systèmes de défense aérienne à un autre pays est perçue comme un geste totalement déconnecté des difficultés du peuple. Par conséquent, une démarche plus judicieuse consisterait à transférer l'équipement secrètement, non pas pour des raisons de sécurité transnationale traditionnelles, mais pour masquer cette action au public national lui-même. Mais mettons de côté toutes ces questions pour la majeure partie du reste de cette analyse, et acceptons la déclaration de ce législateur comme étant véridique. Comment devrions-nous l'interpréter alors? 3 points notables méritent d'être analysés. Premièrement, nous devrions nous concentrer sur les implications plus profondes de la question de la déconnexion de la réalité. Que révèle le fait que Poutine préfère la défense aérienne pour le Venezuela plutôt que pour la prochaine cible vulnérable en Russie? Examinons 2 possibilités. L'hypothèse la plus évidente est que le Kremlin évalue simplement mal la situation. C'est une hypothèse plausible, car c'est une grave erreur d'appréciation de la politique intérieure de l'Ukraine et des capacités militaires de la Russie qui a conduit à l'annonce de opération militaire spéciale, le 24 février 2022. Depuis, un stéréotype s'est formé. Le Kremlin manque de compétences et commet fréquemment des erreurs. Il est donc évident qu'il ne s'agit là que d'une nouvelle manifestation de cette chaîne d'erreurs. Bien sûr, il y a une part de vérité dans le fait que le Kremlin présente des faiblesses systémiques, mais il faut revoir la manière dont le calcul initialement erroné a émergé et comprendre pourquoi la situation est différente aujourd'hui. La difficulté de prédire la détermination d'un autre pays réside dans le fait que l'adversaire a toujours un motif de montrer de la fermeté, quelles que soient ses véritables intentions, comme nous l'avons analysé à plusieurs reprises, à travers des modèles stratégiques. Bien sûr, la Russie a envoyé des agents de renseignement en Ukraine pour trouver des réponses à la veille de la guerre. Mais obtenir une image claire et complète est très difficile, et encore plus difficile pour ceux, au quartier général, de savoir si leurs agents font du bon travail ou non. Il n'est même pas certain que de nombreux Ukrainiens auraient pu prédire que leur pays ferait preuve d'une telle unité après avoir été attaqué. Quant au reste du problème de manque d'information de la Russie, il y a eu une déconnexion claire entre ce que les soldats et les officiers sur le terrain comprenaient et ce qui était rapporté au Kremlin. De nombreuses causes expliquent cette situation.
L'affaiblissement des médias indépendants en Russie, échec des initiatives anticorruption, la pandémie de Covid-19, certaines nominations de Poutine, et sa propre réticence à effectuer des inspections sur le terrain pour vérifier les problèmes. La liste est encore longue. Au cours de la rédaction, j'ai réalisé que j'avais dit « initiative de corruption Fouarchté » au lieu de « initiative anticorruption Fouarchté ». Il s'agit probablement d'un lapsus subconscient, car cela reflète en partie la réalité à Moscou. Mais il est important de comprendre ici que le Kremlin a apporté les ajustements appropriés à sa politique de guerre lorsque de nouvelles informations sont devenues publiques. Les pertes sur le champ de bataille, échec de la prise de Kiev et l'unité politique de l'Ukraine ont contraint la Russie à ajuster sa stratégie après les premiers mois de l'invasion. Et la Russie l'a effectivement ajustée. En d'autres termes, le problème n'est pas tant la naïveté de la Russie dans la planification stratégique, mais plutôt son échec à recueillir des informations précises sur les résultats réels de ses stratégies. Cela pourrait ressembler à une distinction académique, mais ce n'est pas le cas. Et c'est crucial dans ce contexte, car les attaques contre les raffineries de pétrole sont des événements publiquement observables. Personne au Kremlin n'ignore qu'ils se produisent. Et s'il y a des doutes quant à la transmission de l'information au plus haut niveau, rappelez-vous qu'il y a de nombreux oligarques, fréquemment présents au Kremlin, extrêmement préoccupés par ce qui se passe. Par conséquent, l'information sur ce front n'est pas le problème. La deuxième hypothèse est que le Kremlin a un contrôle politique total sur le public russe. En d'autres termes, la destruction des raffineries de pétrole et la flambée des prix de l'essence n'ont pas d'importance. La population russe ne représente pas une menace pour le Kremlin, et le Kremlin ne s'intéresse qu'à la politique étrangère. Ainsi, le peuple russe devra faire face à la situation par lui-même. Fondamentalement, nous revenons à la question de la déconnexion de la réalité. Sauf que le Kremlin est convaincu que l'histoire d'aujourd'hui ne se terminera pas aussi tragiquement que celle de Marie-Antoinette. Au fait, pour ceux qui promènent leurs chiens, une image de son exécution est affichée. De plus, Thor était un très bon chien, consacrons-lui une ligne en sa mémoire aujourd'hui. Cependant, ce serait une position étrange de la part du Kremlin, car les subventions au carburant font depuis longtemps partie du contrat social en Russie. Le peuple bénéficie de l'essence bon marché, et en retour, il pourrait ne pas se soucier de la politique étrangère. Mais cela signifie que s'ils ne bénéficient plus de l'essence bon marché, ils n'ignoreront plus la politique étrangère. Ainsi, un changement aussi soudain de position serait très étrange. Mais si telle est la ligne de pensée du Kremlin, en revenant au premier point, rien ne garantit que le Kremlin ait eu raison concernant sa domination politique. La volonté du public de protester est très difficile à mesurer tant qu'une politique controversée n'est pas mise en œuvre. Le véritable test pourrait donc être d'observer la réaction du peuple russe. La mobilisation générale à l'automne 2022 est un excellent exemple de ce principe. C'est aussi un autre exemple du Kremlin ajustant sa stratégie de guerre en fonction de ce qui est observé sur le champ de bataille. Le Kremlin pensait pouvoir gagner avec les forces existantes. Ils n'ont pas pu. Le Kremlin a donc procédé à la mobilisation générale et a pensé qu'il n'y aurait pas de problème politique. Mais ils se sont trompés. Le Kremlin a donc ajusté le tir avant que cela ne devienne une catastrophe politique. Par conséquent, pour conclure cette section, il est possible que ce législateur déclare se produise réellement, que ce soit une expérience, et que cette politique change. Ou peut-être que le législateur russe ne fait toujours que de la fanfaronnade. Mais continuons avec quelques points clés supplémentaires, en supposant que cette aide est une décision politique plus sérieuse du Kremlin. Il faut le formuler précisément comme suit. L'observation d'un versement d'aide suggère la conviction russe que le déploiement militaire de Trump n'est pas un coup de bluff complet. Notez que cela ne signifie pas que le Kremlin croit qu'une guerre va éclater, seulement que Trump est sérieux à propos de quelque chose. Actuellement, il y a une tendance à regarder la situation et à supposer que tout n'a de sens, que si la Russie croit que les États-Unis vont attaquer. Sinon, ces systèmes de défense aérienne devraient rester en Russie. Cependant, c'est là que la connaissance approfondie des lignes sur la carte géopolitique offre une perspective plus nuancée. Lors des négociations de crise, les accords conclus pour éviter la guerre doivent être proportionnels à son équilibre des pouvoirs. Ainsi, plus le Venezuela aura de pouvoir, meilleurs seront les résultats qu'il obtiendra, qu'il s'agisse d'une solution négociée ou d'une issue de guerre anticipée, selon la manière dont ce conflit se terminera. Étonnamment, les armes sont aussi utiles dans une paix forcée que dans une guerre. En conséquence, la Russie tirera profit de son investissement d'une manière ou d'une autre. Le transfert ne doit pas être interprété comme la preuve que la Russie s'attend à ce qu'une guerre éclate réellement. Cependant, cela indique l'attente de la Russie que ce n'est pas un coup de bluff complet de la part de Trump. C'est la différence ici entre une paix forcée et un drapeau blanc. En d'autres termes, Trump ne fait pas cela juste pour le spectacle, pour ensuite se retirer sans aucune concession. Peut-être que cela n'est pas surprenant. Nous avons déjà discuté de manière abstraite du fait que ce déploiement militaire ne ressemble pas à un simple coup de bluff. Le New York Times, citant des sources de la Maison-Blanche, indique également la même chose. Mais obtenir une certaine confirmation d'une entité étatique est toujours utile. Enfin, ce transfert soulève des questions intéressantes sur la manière dont l'Ukraine devrait percevoir l'ensemble de cette situation. Récemment, le mot-clé le plus fréquemment entendu de la part des décideurs politiques à Kiev est « Tomahawk ». Dans ce contexte, et en gardant tous les autres facteurs constants,
On a tendance à conclure qu'une guerre entre les États-Unis et le Venezuela serait défavorable à l'Ukraine. Après tout, les missiles Tomahawk seraient l'une des principales options d'attaque pour les forces navales déployées. Et plus il y aura de missiles utilisés au Venezuela, moins il y aura de chances d'en envoyer en Ukraine. Et jusqu'à la déclaration concernant le transfert de systèmes de défense aérienne au Venezuela, J. était également d'accord avec ce point de vue. Mais maintenant, l'image est devenue plus complexe. Si le Kremlin est vraiment aussi déconnecté de la réalité interne de la fédération que le suggère la déclaration du législateur russe, alors le spectre d'une guerre en cours au Venezuela pourrait pousser la Russie à y envoyer encore plus d'équipements. Cela créerait davantage de brèches dans le ciel pour les attaques de drones ukrainiens, générant plus de mécontentement au sein du public russe, et personne ne sait ce qui se passera ensuite. En résumé, nous devrions accueillir toute déclaration du gouvernement russe avec une certaine prudence. Mais c'est vraiment un développement extrêmement étrange. En parlant de bizarrerie, cette analyse se termine ici. Aimez, partagez et abonnez-vous, et à la prochaine fois. Cordialement.